bonsoir à ceux et celles qui se joignent maintenant à nous pour la portion discussion, questions d'éducation organisée par la Faculté des sciences de l'éducation. Ce soir, la thématique porte sur la prévention de la violence et de l'exclusion dans un contexte de classe. Donc, ce soir, l'événement a comme fil conducteur, en fait, le documentaire Le Petit Monde des Lourdes qui célèbre son 15e anniversaire tout récemment. J'entends applaudir à la... Oui, on peut applaudir, effectivement. Effectivement. On a été témoins de belles choses dans la dernière heure et demie en lien avec les approches pédagogiques de Mme Pierre qu'on va discuter là, dans quelques instants. Donc, pour ceux et celles qui se joignent à nous, résumé du documentaire. Donc, c'est un documentaire qui a été produit par Marcel Simard qui a suivi la classe de Mme Lourdes-Pierre pendant une année entière scolaire, donc à suivre les élèves et à voir tous les apprentissages qu'ils ont eus dans cette classe-là pour ensuite nous témoigner des précieux conseils et apprentissages que Mme Lourdes-Pierre a fait dans sa classe. Donc, maintenant, dans la portion où nous sommes pour les discussions, elle va se dérouler en 2 temps. Donc, la première portion va être en fait des témoignages d'anciens élèves de la classe de Mme Lourdes-Pierre, pardon. Et la deuxième portion des discussions sera en fait avec des experts professeurs de la Faculté des sciences de l'éducation et bien évidemment, Mme Lourdes-Pierre. Alors, sans plus tarder, on va démarrer avec la portion témoignage. J'inviterai les anciens élèves à me rejoindre sur scène et à Mme Lourdes-Pierre également à se joindre à nous. Donc, Mme Pierre aussi, s'il vous plaît, joignez-vous à nous. Ça me prend mon micro. À ma gauche ici, s'il vous plaît. Oui. Mesdames, je vous invite aussi à me rejoindre sur scène. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue sur scène. Je ne sais pas, je ne vois pas tous vos noms. Est-ce qu'il y en a qui étaient dans la vidéo puis finalement vous vous retrouvez encore une fois sur scène? Non? Bon. Bienvenue quand même. Il y en a. Oui, mais vous étiez dans la vidéo? Oui. Bon, dans le voilà. documentaire. Oui, dans le documentaire. Donc voilà, 2 fois sur scène en une soirée. Bienvenue. Alors, pour la portion témoignage, on va démarrer avec vous, Mme Pierre. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir. On vient de voir un documentaire qui a présenté vos approches pédagogiques. C'est quand même privilégié de voir toute une incursion dans une classe, en fait. C'est très rare qu'on peut voir ça. Merci de partager ça avec nous. C'est vraiment précieux. Alors, pour nous expliquer, en fait, comment ce projet-là a démarré, comment vous avez eu l'idée, en fait, de partager avec la communauté votre enseignement dans la classe. Oui. Je voudrais tout d'abord dire à toutes les personnes qui sont ici ce soir que je suis profondément émue. À chaque fois que je regarde ce documentaire, j'ai toujours beaucoup d'émotions. Ce soir, c'est encore plus d'émotions parce que ces enfants, ces petits, ont beaucoup grandi. Ils sont ici derrière moi. Il y en a qui n'ont pas fait partie du documentaire, qui sont passés des années avant, et des parents également qui sont ici. Bien, merci beaucoup. Alors, donc, cet événement se veut également un témoignage à Marcel Simard, qui a été un père. C'est une histoire humaine qui a été réalisée grâce à ce grand-père qui était dans ma classe, dont le petit enfant a eu des difficultés et il a tellement apprécié la façon dont on a accompagné son petit enfant qu'il a décidé par la suite de rendre hommage au monde de l'éducation et de montrer combien est-ce que quand on accompagne les enfants que c'est possible qu'ils réussissent justement à surmonter leurs difficultés. Donc, c'est de cette façon que le projet est né. Quelques années plus tôt, cet enfant était dans ma classe. Un peu plus tard, il est revenu vers moi
ce grand-père pour me proposer justement ce projet-là. Alors, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris du temps pour y réfléchir, évidemment, parce que je trouvais que c'était quand même un projet, oui, intéressant, mais en même temps intrusif. Donc, rentrer dans la vie des enfants, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Alors, il y a eu dans un premier temps une rencontre organisée avec les parents des enfants pour d'abord et avant tout leur présenter le projet, leur expliquer qu'ils aient la place pour poser leurs questions. Il y en a qui me regardent, qui me font, qui me montrent le pouce parce que ces parents-là sont là, ils s'en souviennent. Et par la suite, une fois que ça a été accepté, compris, accepté par les parents, donc ça a été autour des enfants. Et je devrais vous dire que ça a été plus difficile avec les enfants parce que avant d'accepter le projet, ils ont voulu avoir comment dirais-je, établir leur propre comment on dit, balise par rapport à la réalisation du projet. Donc, une fois que ça a été accepté par les enfants et qu'ils ont décidé également quelles étaient les règles à suivre. Exemple, les personnes, l'équipe qui était sur place n'avait pas le droit de mâcher de la gomme, sauf les moments où c'était où c'était permis, ou encore ils n'avaient pas le droit de porter de casquette dans la classe ou enjamber le banc. Est-ce que vous en rappelez, les filles? Non. Ça n'a pas été traumatisant. Donc, alors, donc, c'est de cette façon que le projet est né et l'équipe a passé 1 an avec nous à filmer. Donc, ce que vous avez vu, évidemment, c'est je dirais même, c'est un extrait. Parce qu'en 1 an de tournage, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses et les enfants ne sont pas des acteurs, moi non plus. Donc, c'est vraiment la vraie vie d'une classe que vous avez vue. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, en voyant le documentaire, je me posais exactement la question, comment s'est passé le processus avec les élèves aussi? C'est quelque chose d'être constamment filmé dans tous ces apprentissages. Donc, même au-delà de votre approche pédagogique, cette année-là a dû être un apprentissage en soi, justement, en termes de discipline, en termes de... On est filmé, on voit tout ça. En fait, les enfants étant habitués à être impliqués dans les processus de décision, c'est-à-dire qu'il y a un projet, que ce soit un projet, exemple, de classe verte, ou un projet d'avoir un nouveau coin de lecture dans la classe, ils ont toujours été impliqués dans la démarche. Alors, une fois que c'est réglé, les enfants, ils n'ont plus besoin d'être par rapport à la discipline. Alors, je n'ai pas eu à faire de la discipline vraiment avec les enfants à ce niveau-là dans la classe. Il est certain qu'il y avait des moments au tout début, ils étaient un petit peu curieux avec les caméras et tout, mais très vite, c'était vraiment le naturel. Vous savez, les enfants, c'est le naturel qui revient très vite. Donc, ça a très bien été. Ça a rapidement fait partie intégrante de leur quotidien, puis ils se sont prêtés au jeu. Oui, oui. C'est génial. Donc, on disait tout à l'heure, ça fait plus de 15 ans, justement, que le documentaire a été tourné. On voit dans la salle que les élèves ont maintenant grandi, effectivement. J'ai aussi su que vous aviez pris votre retraite depuis. Oui. Et donc, est-ce que vous pourriez nous partager, avec toute l'évolution des années, les changements des générations, les changements des approches pédagogiques, est-ce que vous, aujourd'hui, vos approches auraient changé? Qu'est-ce que vous auriez pu changer? Ce qui a profondément changé depuis que je ne suis plus dans une classe de façon quotidienne, c'est surtout au niveau des réseaux sociaux. Alors, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et je dirais que être avec les enfants, j'insisterai beaucoup sur comment dirais-je, de bâtir, de créer des liens réels. Et que je leur expliquerai également l'histoire des réseaux sociaux. Ce n'est pas d'hier que l'humain aime se créer des réseaux. Et pour quelles raisons on aime se créer des réseaux? Pour se rencontrer, pour échanger, pour s'informer. Et ce n'est pas forcément pour se montrer toujours
par rapport à son meilleur jour ou faire compétition. Alors, vous savez, autrefois, quand il y avait, par exemple, des scènes qu'on a vues dans le film où les enfants n'étaient pas bien, il y avait des chicanes, ça se réglait soit en classe ou encore ça se réglait sur la cour de l'école, peut-être un petit peu plus loin. De nos jours, ça dépasse largement. Hein? Ça va au-delà de tout ça. Alors, je pense que c'est ce qui serait différent dans ma pratique. J'insisterais davantage là-dessus pour que les enfants se rendent compte que le vrai réseau qu'on peut créer, c'est celui avec nos amis qui sont autour, avec les humains, avec les parents, en fait, et que ça peut créer des amitiés pour la vie. Il y en a deux derrière moi en ce moment. C'est Elisabeth et May. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans le film. Ellie, May, et les deux sont encore là, sont amis. Alors voilà, c'est vraiment ça la création des réseaux. Et j'inviterais beaucoup aussi les parents à parler de leur relation par rapport aux réseaux sociaux et d'accompagner les enfants, d'échanger entre eux là-dessus. Voilà. Merci, merci beaucoup. Donc, en 15 ans, il y a de nombreuses choses qui changent, qui évoluent ou qui restent pareilles. Il y a une chose, par contre, qui ne changera jamais, c'est vraiment la trace que les personnes enseignantes peuvent laisser dans la vie des élèves et des adultes maintenant. Et pour nous parler de cette marque-là, de cette trace que ça a pu laisser dans la vie, on a la chance ce soir d'avoir avec nous Fabiola Monti, qui est une ancienne élève de Madame Pierre. Donc, bonsoir Fabiola. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, ben justement, on aimerait ça vous entendre sur l'impact que vous avez eu, en fait, d'être avec Madame Lourdes-Pierre dans sa classe. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu durant et même après? Là? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ben déjà, juste pour dire que le documentaire, c'est exactement ça. Juste monter votre micro un petit peu. C'est correct, vous pouvez prendre le temps de... Ça fait partie aussi de la soirée. Je vous avoue que j'ai versé quelques larmes durant le documentaire. Je me suis dit, tantôt, quand je vais reprendre le micro, il faut que ce soit terminé. Ben, je peux peut-être commencer, moi, puis laisser une chance de respirer. C'est plus pour dire que on dirait de voir l'approche qu'elle a eue. Puis c'est exactement ça. On dirait que je me remets exactement étant petite. C'est que tu te sens tellement en sécurité avec Lourdes, puis peu importe comment tu te sens, quoi que ce soit, être tout le temps là pour t'écouter, puis prendre le temps aussi, c'est surtout ça qui est important, puis de laisser la place à l'enfant de se comprendre aussi. Puis, je suis jamais de même. On vous fait revivre des émotions ce soir, c'est tout à fait correct. C'est ça. Puis en général, je suis quand même une personne très gênée, mais pour Lourdes, c'est sûr que c'est important. Puis elle a été importante, puis c'est pour ça qu'on est encore en contact. Puis sinon, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a tellement de petites situations aussi. Par exemple, je me souviens, quand c'est l'anniversaire d'un élève, justement, je me souviens qu'on chantait à chaque anniversaire en toutes les langues différentes de chaque élève qui avait de provenance différente. Donc ça, pour l'inclusion, j'ai trouvé ça vraiment super. Puis ça m'a marqué encore de me dire, OK, ça peut être dans 13 langues différentes, justement, français, anglais, espagnol, toutes les langues y passaient, pour justement être fière aussi de la culture que la personne amenait. Donc ça, je trouve que c'était vraiment important. Merci. Puis aussi, c'était beaucoup dans les détails aussi. Elle prenait le temps de connaître chaque personne, chaque élève. Je me souviens que j'étais extrêmement timide, je le suis encore. Puis les présentations orales, je sais que ça me gênait vraiment beaucoup. Puis on avait fait un petit pacte un peu. C'était d'écrire des histoires au lieu de présenter devant tout le monde parce que ça me gênait tellement. Donc c'était tout le temps plein de petites attentions, puis je sais pas comment dire, exactement, d'aménagement, puis de s'adapter aussi à chaque enfant, chaque différence, puis chaque problématique au défi de chaque enfant. Donc ça, j'ai trouvé ça super beau. Puis sinon, ben, toute l'approche, en fait. Toute Lourdes, c'est vraiment une personne en douceur. Puis même à te voir aussi avec les enfants, les Haïti et tout, t'es encore de même, t'as la même approche, t'es douce, t'es à l'écoute, puis
le cœur. C'est une énergie pure. Quels outils. Ouais, c'est beaucoup d'amour. Hein? Prenez-le, c'est bien mérité. C'est bien mérité. Quels outils vous diriez, en fait, que vous retenez davantage là, de votre passage avec Mme Lourdes? La communication. C'est vrai que c'est de prendre le temps d'adresser aussi les problèmes, d'adresser quand il y a des situations un peu plus difficiles, comme on le voit, c'est exactement ça, de ne pas laisser des problèmes non résolus, un peu. Donc, je dirais ça. Fantastique. C'est ce qu'on voyait aussi dans le documentaire. L'apprentissage à surmonter les obstacles, finalement, en tant qu'enfant. C'est sûr que si vous avez ces balises-là, ces bases-là, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, ça va être plus facile, disons. C'est jamais facile de surmonter des obstacles, mais quand on a les outils pour affronter la tempête, c'est toujours plus facile. Donc, félicitations pour ça aussi. Merci. Donc, je disais que Pardon? Oui, exact. Donc, je disais que les transformations se font au niveau des élèves aussi, mais il peut avoir un impact auprès des parents également. Donc, ce soir, nous avons justement une maman qui est avec nous, qui vient témoigner de l'impact que Lourdes a eu également dans sa vie de maman. Donc, Brigitte Poupard, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je suis la mère de Fabiola. Juste pour vous dire, c'est pour ça que je suis intervenue. J'ai vu ma fille pleurer. Je suis allée la sauver. J'aurais dû vous le dire à ce moment-là, désolée. Je suis sa maman, donc oui. Mais moi, ce que je garde comme souvenir, en fait, c'est qui m'a marqué beaucoup, c'est le sentiment d'appartenance que Lourdes a façonné chez les enfants et ce sentiment d'avoir une communauté et d'être soutenu. Et de faire confiance à l'adulte avec des mots et pouvoir l'exprimer. Et ça a été... c'est formidable parce que il y a plein de notions qui viennent avec ça. Le civisme, mais surtout le respect. Et ça a été très touchant de le voir parce qu'il y avait beaucoup de respect entre chacun. Et ça, c'est l'empathie, c'est-à-dire d'être capable de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, de comprendre pourquoi cette personne se sent comme ça et est-ce que tu as contribué à son malaise ou à son bonheur. Et donc, je trouvais que c'était vraiment des notions de paix aussi importantes. Et ça, effectivement, je l'ai vu grandir avec ça. Et ça reste. Et donc, ça les outille aussi dans la vie après pour toutes sortes de situations. Et aussi une confiance aussi aux parents. On était bienvenus dans la classe des Lourdes. Il y avait une coéducation, mais vraiment extraordinaire parce que c'était très balisé, c'est-à-dire que c'était pas juste on y allait, puis c'est-à-dire que on était invités, puis on savait dans quel carré de sable on s'en allait. C'est-à-dire que c'était précis, et on venait apporter quelque chose. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Et ça a créé des liens, comme disait Fabiola, on a des liens encore avec les Lourdes et des liens avec des parents. Comme je vois des parents, on se connaît, on se fréquente, on s'est revus, on se donne des nouvelles. Ça, c'est assez extraordinaire parce que la communauté allait au-delà de la classe. C'est la force du réseau qu'on vient de parler, justement. Oui. Donc, ça aussi, ça a été un élément que vous avez pu apporter autour de vous. Est-ce que vous diriez, justement, qu'il y a eu des modifications peut-être au niveau de votre approche parentale en lien avec tout ce co-apprentissage-là que vous avez mentionné? Oui, parce que être parent, ça ne vient pas avec un manuel d'instruction. Hein? Donc, ce que ça a apporté, en fait, c'est de voir comment Lourdes abordait les résolutions de problèmes. Et bien, après ça, on l'expérimente aussi chez soi. C'est-à-dire que j'avais une approche après avec Fabiola pour la faire parler. Fabiola était effectivement très, très timide. Puis, dans notre cas aussi, il y avait l'ajout du fait qu'elle était adoptée aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants de couleur. Donc, il y avait aussi ça aussi dont on pouvait facilement discuter. Et donc, ça a servi beaucoup à la maison. Moi, je me suis beaucoup inspirée des Lourdes, pour dire la vérité, dans certaines situations. Oui. Merci. Effectivement.
Vous étiez toujours très calme aussi dans le documentaire. On le voyait, le sentiment de paix, comme vous le mentionnez. Là. Même dans la gestion de conflits, vous avez gardé votre calme, vous avez amené les enfants à discuter calmement. Et je suis certaine que si je vous pose toute la question ce soir, comment vous gérez vos conflits, vous allez sans doute me répondre calmement. C'est un élément clé dans la gestion de conflits. Ça fonctionne toujours mieux. Merci. Merci beaucoup, Mme Poupard. Merci. Alors, pour poursuivre dans les témoignages, nous avons aussi derrière nous d'autres anciens élèves volontaires sur scène avec nous qui ont été invités pour partager de façon très synthétique, donc en quelques mots seulement, le résumé de leur expérience, de leur passage dans la classe avec Mme Lourdes Pierre. Donc, chacun d'entre vous, vous avez 2 à 3 mots que vous pouvez sélectionner pour vous, pour partager comment a été votre expérience dans la classe à l'époque où vous étiez jeune enfant. Alors, je prête le micro de l'autre côté. Oui, OK, on laisse Semé réfléchir. Elle était dans le documentaire, on lui laisse une chance. Alors, Olivier, vous êtes le premier. Je vous laisse le micro et vous le passerez à vos collègues ensuite. Bonjour tout le monde. 2, 3 mots, c'est peut-être un petit peu court. Alors, je vais en prendre un petit peu plus. Donc, la première chose qui m'a marqué, je dirais, puis moi, c'était de 96 à 99, cartes de hockey, Pokémon, les POG aussi, si ça vous dit quelque chose. Et puis, je dirais pour la conscience de l'autre et l'écoute active, la force des questions ouvertes, comme on a pu voir à l'écran. Et aussi, j'ai un ami qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui était dans ma classe, dans la classe de Lourdes en 96-97, qui a perdu son père. Et quand il est revenu, Lourdes a dit, nous on était en première ou deuxième année, elle a dit aux grandes de troisième d'être comme la sœur de Thomas. Et il m'a écrit tantôt, je lui ai dit que je venais ici, puis il voulait te saluer, Lourdes. Donc voilà. Merci. C'est vrai que c'est difficile à résumer en quelques mots. J'imagine qu'un si grand impact dans votre parcours, c'est difficile, mais vous avez bien fait. Mais Lourdes, c'est la bienveillance, c'est le respect. Elle nous a toujours parlé comme égale. C'est jamais rapport de force à élève, comme être je suis au-dessus de toi parce que je suis professeur ou peu importe. C'était toujours vraiment dans le respect. C'était beaucoup dans elle s'intéressait beaucoup à nous. Je sais que elle arrivait tout le temps aussi avec des nouveaux sujets dans les rassemblements pour nous intéresser aussi à des sujets d'actualité, des nouveaux animaux qui ont été découverts, comme le tarsier, puis des choses comme ça. Elle arrivait tout le temps avec des nouvelles idées. Puis là, tu pourrais prendre ça pour ton projet. Fait que c'était tout le temps super intéressant. Beaucoup dans l'empathie aussi, la découverte de nos propres sentiments qu'on a vraiment pu voir dans le documentaire. Puis tout dans la créativité, l'autonomie. C'était vraiment juste dans la bienveillance. Puis je pense que c'est ça qu'il décrit bien. C'était tout le temps dans la douceur. Même s'il fallait être plus rigide, plus strict, c'était tout le temps enveloppé de douceur. Puis on se sentait vraiment important aussi quand, à chaque fois que Lourdes elle s'adresse à nous, il y a tout le temps ce regard, ce petit sourire en coin qui nous fait sentir spécial. On a l'impression que c'est comme une maman, c'est comme un grand lien d'appartenance. Puis dans la classe aussi, on a vraiment l'impression que c'est une famille. Puis le fait d'avoir les différents âges. May était plus jeune, moi, c'était ma super amie. Puis il y avait dans l'affaire de parrain-marraine aussi, que les plus vieux, ceux qui étaient en 3e année, ils s'occupaient des plus jeunes. Puis c'était vraiment dans notre famille. Puis c'est pour ça aussi, je pense qu'on voit la grande émotion à la fin du documentaire où est-ce que les jeunes sont tristes de quitter la classe parce que... Excusez, je prends beaucoup de temps. Ils sont tristes de quitter la classe parce que il y avait ce grand lien fort qu'elle fait avec tous ses élèves. Ça sentait beaucoup. Merci. Oui. Même moi, ça me donnait envie de retourner en enfance puis d'aller dans votre classe. Ouais, donc pour moi, j'ai essayé de réfléchir à penser. Ça fait quand même il y a 15 ans, donc c'est difficile de me rappeler exactement comment j'ai vécu ça, mais je sais que ça a porté un rôle vraiment important dans ma vie, surtout au niveau de la résolution de conflits et surtout ne pas éviter le conflit, en discuter puis avec les autres et vouloir résoudre les conflits, c'est très important parce que sinon ça continue puis ça s'empire. Hein.
Mais au-delà de ça aussi, l'autonomie était super priorisée. Donc, l'élève devait toujours être autonome. Je pense qu'on l'a vu dans le documentaire où j'ai construit ce robot qui était juste un Lego. Hein. Bon, ça, c'est pas aussi impressionnant que ça l'était, mais on était encouragés à faire ces affaires-là de façon autonome. Donc, voilà. Je pense que ça fait qui je suis aujourd'hui, dans le sens que même mon parcours au secondaire, je faisais tout de ma propre initiative. Et donc, ça a été très important pour moi. Merci, merci. Développement de compétences clés pour poursuivre l'avancement, c'est très bien. En passant, c'était pas juste un robot en Lego. Moi, j'ai été très impressionnée. Il y a 15 ans, on construisait des robots comme ça. Bravo! J'aimerais bien voir les nouveaux Lego maintenant. Oui, merci. Elisabeth. Allô? On a tellement dit de bons mots-clés ce soir que je suis un peu jalouse de passer 4e. Pour moi, c'était On peut les renforcer. On peut les renforcer. la compréhension d'autrui et la compréhension de soi-même. Vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Puis c'est vraiment... Moi aussi, ça va me rendre émue. J'ai pleuré pendant le film une couple de fois, mais là, devant le monde. T'es encore avec moi, Lourdes, tous les jours. Je le sens vraiment dans la manière que je parle avec le monde. Comment je crée mes... je crée pas mes conflits. Comment je les résous? Comment je les résous? C'est tout le temps avec toi derrière moi que je le fais. Puis je pense aussi que c'est la même chose pour moi. On habite ensemble, fait qu'on parle beaucoup de... On fait pas beaucoup de conflits encore, mais on s'en parle, puis c'est vraiment... On parle beaucoup de toi. Tu es vraiment venu nous chercher de loin dans le cœur. Tu nous as mis en sécurité, tu nous as toujours écoutés. Oh my God, je pourrais tellement en dire. Je vais le donner à Mé, mais... Merci. Oui. Ben ça revient aussi aux mots que vous avez dit, mais je pense que Lourdes est quelqu'un de très honorable. Je pense que le parcours avec toi nous a permis oui, l'autonomie, mais aussi justement de comprendre un peu comme qui on est, de comment s'exprimer. Je me suis tellement mieux exprimée avec tout ce que j'ai appris avec toi pendant mon parcours. Et même que, Elisabeth et moi, on travaille à Nouvelle-Caire maintenant. Puis à chaque fois, on est comme éducatrice, remplaçante des fois depuis 5 ans. Puis je pense toujours à toi, comment toi tu agirais, comment toi tu parles avec l'enfant. C'est comme, tu pouvais créer une connexion que j'ai pas revue chez d'autres professeurs. Puis ça, c'est vraiment précieux. Puis ça m'a marqué. Voilà. Merci, merci. De beaux témoignages, de beaux apprentissages qui se poursuivent et se perpétuent dans la vie adulte. C'est trop d'amour. Ça peut pas être trop. Ça peut pas être trop, c'est jamais trop. C'est tout l'amour qui est mérité. Je pense que vous pouvez être très fiers de ce que vous avez accompli. Vous démontrez aussi l'importance du rôle d'enseignant dans la vie des enfants. C'est très important, il ne faut pas le sous-estimer. Puis, je pense qu'on pourrait en discuter des heures et des heures. C'est sûr que le temps est restreint ce soir sur le stage, mais je veux vraiment vous féliciter au nom de tous et toutes ici ce soir, avec qui vous avez pris le temps d'écouter, de faire parler. C'est vraiment précieux. On le mentionne, la gestion des conflits, tout ce qui est apprentissage, l'intelligence émotionnelle aussi, comment vous amenez les enfants à réfléchir sur comment ils se sentaient et l'exprimer, ça aussi, c'est vraiment précieux. Puis c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là dans la vie. Donc, je vous remercie, je vous félicite de votre bon travail pour toutes ces personnes. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, c'est déjà ce qui termine la portion témoignage. Comme je dis, je pense qu'on aurait pu en discuter toute la soirée, mais on doit poursuivre au volet le panel des experts. Donc, on vous garde avec nous sur scène. Les discussions vont se poursuivre avec vous. Je vous remercie à tous et à toutes de vous être prêtés au jeu, d'être venus sur scène avec nous. Merci, on peut les applaudir. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette soirée mémorable qui nous remémore un événement qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est une autre soirée de questions d'éducation.
Et on prend un volet un peu plus sérieux avec un panel d'experts parce qu'on a vécu beaucoup d'émotions tout à l'heure avec le visionnement du film qui a été tourné il y a 15 ans et avec le témoignage d'élèves d'Elourdes qui étaient là. Donc, Elourdes, tu as été vraiment touchée par des beaux témoignages. Alors, bonsoir à tout le monde encore une fois, ceux qui sont ici avec nous et ceux qui sont aussi en ligne. Alors, je vais commencer par présenter notre panel qui est avec Mélanie Dumouchel, qui est professeure au département de didactique de la faculté d'éducation, qui est spécialiste en gestion de la classe, et Louis-Philippe Lachance-Demers, qui est professeur au département d'éducation et formation spécialisée, qui est ici pour son expertise en éducation inclusive. Alors, bienvenue. Et je vais commencer par présenter Elourdes, qui va être notre première panéliste. Donc, Elourdes, qui est diplômée au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire de l'UQAM et qui a été enseignante, comme on l'a vu tout à l'heure, pendant des années au primaire, notamment dans une école alternative, qui est aussi autrice et conférencière et qui est aussi membre de l'Ordre d'excellence en éducation et lauréate du prix en 2015 de la Faculté des sciences de l'éducation, prix de reconnaissance 2015. Donc, je reviens encore une fois sur le documentaire qu'il y a 15 ans, où on voyait comment vous avez pris le temps d'écouter les élèves, discuter avec eux, les poser des questions. On a entendu tout à l'heure des élèves qui disaient elles nous écoutaient, elles prenaient le temps d'échanger avec nous. Donc, vous avez mis en place un climat de classe bienveillant, mais qui s'appuie sur un processus, une démarche qu'on aimerait découvrir avec vous, qu'on aimerait que vous nous expliquiez comment a été votre processus, votre démarche, sur quelle base vous vous êtes appuyé, peut-être même les bases théoriques, vu qu'on est avec notre panel d'experts, et aussi sur quoi repose qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement dans la classe pour peut-être inspirer des gens à la maison ou dans la salle qui voudraient améliorer le climat de classe pour qu'il soit plus bienveillant. On voyait, entre autres, dans le film où il y avait une routine le matin où vous leur demandiez quelles émotions les habitaient. Donc, j'aimerais vous entendre pour nous décrire un peu votre processus, comment ça se passait au quotidien. Je commencerai d'abord par dire que j'ai eu le privilège d'enseigner dans un milieu où il y avait, c'est-à-dire la culture de l'écoute de l'enfant. Ce n'est pas une approche que j'ai inventée. Il y a d'ailleurs quelques collègues ici au fond de la classe et même... Pardon, de la classe, de la salle. Désolée, je n'ai pas encore quitté la classe, je ne peux pas. Alors, il y a des parents également, mais je regarde mes collègues et puis, entre parenthèses, j'aime beaucoup dire ça parce que la nouvelle directrice a été ma stagiaire, je suis fière. Mais bref, tout ça pour dire que, ma classe a été mise sur la sellette, ma personne a contribué à faire ce film, mais je ne suis pas la seule. Donc, dans cette école où les enseignants et les enseignantes sont appelés, ont développé justement des approches pour bien accompagner les enfants. Alors, je dirais que je suis arrivée là, évidemment, on enseigne avec ce que l'on est. Donc, j'ai pu faire, c'est-à-dire m'approprier certaines façons de faire et j'ai pu aller plus loin personnellement. D'accord. On parlait tout à l'heure de rassemblement, de moments où les enfants sont appelés à s'exprimer. Ça fait également partie de cette approche-là, où dans toutes les classes de l'école, il y a toujours 1 ou 2 rassemblements. Dans mon cas, c'était 2 rassemblements où les enfants, le matin, particulièrement, c'était essentiellement parlaient de leurs propres émotions. Je trouve que mes élèves s'expriment beaucoup mieux que moi. Avec tout ce qu'ils ont dit, comment ils ont expliqué, alors là, je perds mes mots pour revenir à la question comment ça se met en place, en fait, dans un environnement comme ça. C'est sûr qu'il y a certains environnements qui ne sont pas forcément propices
à développer une approche de cette façon-là. Mais je pense avant tout, quand on a, et je considère avoir eu une très bonne formation à l'UQAM, d'avoir justement appris à développer ma capacité d'analyse, être capable de bien lire un programme et de pouvoir également, j'ai eu la chance d'explorer plusieurs approches pédagogiques, plusieurs philosophies de l'éducation, donc ce qui m'a permis justement d'être en mesure de pouvoir mettre sur pied un environnement justement qui soit beaucoup plus adéquat pour recevoir les enfants. Merci beaucoup, Lourdes. Je voulais dire aussi que je trouvais que c'était une démarche qui était courageuse. D'abord, d'ouvrir sa porte de classe, faire venir inviter une caméra, puis ensuite pour que ce soit projeté sur les écrans, mais aussi d'intervenir, parce que souvent, on n'ose pas ou encore on ne sait pas trop comment intervenir. Alors, il faut oser, hein, c'est pas magique non plus. On se renseigne, c'est au fil des ans. Maintenant, on va aller... Oui? Oui, mais je dirais aussi, bon, on était dans un contexte de coéducation où les parents sont partie prenante du projet éducatif, sont partie prenante. Il y a des parents qui sont ici qui pourront témoigner, sont partie prenante de la vie de l'école. Donc, ce qui fait que quand on est arrivé avec un projet comme ça, un ancien parent, c'était tout à fait naturel de pouvoir justement expliquer, puis ensuite collaborer à un projet comme ça. Voilà. Merci, Lourdes. Maintenant, j'ai une question pour Louis-Philippe. Alors, Louis-Philippe, j'aimerais que tu nous expliques un peu quelles sont les formes d'exclusion à l'école et comment ça peut se vivre dans une classe. Oui, donc merci pour la question, France. C'est une question qui est très intéressante, qui est aussi assez complexe à répondre, je dirais. Donc, comme objet théorique, l'exclusion, c'est assez large. Là. On peut aborder ça de plusieurs angles, aussi aller couvrir plusieurs dimensions. Là. Il y a toutes les formes d'exclusion qu'on peut penser qui sont peut-être plus systémiques, là, qui sortent de l'école, mais qui affectent quand même l'école. Donc, tout ce qui est exclusion, par exemple, qui serait liée à l'origine culturelle, l'exclusion socio-économique. Donc, c'est des éléments, c'est sûr, qui sont d'intérêt, mais ce soir, j'avais un peu envie peut-être de centrer ça du point de vue de l'enfant, justement, un peu en lien avec le documentaire. Donc, peut-être de partir un peu de comment cette exclusion-là va être vécue par l'enfant dans un contexte de classe. Puis, je dirais d'abord qu'un élément sur l'exclusion qui est important à considérer, c'est que c'est quelque chose qui est très subjectif, l'exclusion. Donc, c'est quelque chose qu'on ressent. On se sent exclu dans une situation, dans un environnement. Donc, c'est quand même assez difficile d'observer ça d'un œil externe sans passer justement par le ressenti de la personne qui va être concernée finalement par l'exclusion. Donc, ça serait une première dimension à prendre en compte. Une deuxième dimension, c'est aussi que c'est pas quelque chose qui existe comme un bloc monolithique, l'exclusion. Donc, on n'est pas soit exclu, soit inclus. Donc, on peut vivre l'exclusion dans certaines situations, puis dans d'autres, ne pas vivre l'exclusion. C'est quelque chose qui va être un peu plus variable. Là. Donc, on a des élèves, par exemple, qui, dans des situations d'apprentissage, peuvent se sentir exclus, par exemple, parce que ils ne sont pas capables de contribuer des réponses de leur point de vue ou ils sentent qu'ils ne sont pas écoutés lorsque vient le temps de donner des réponses à leurs collègues dans un travail d'équipe. Mais avec ces mêmes élèves-là, dans un autre contexte, sur la cour de récréation, par exemple, il n'y a pas une situation d'exclusion. Donc, c'est de bien considérer que cette exclusion-là, elle ne va pas être vécue de la même manière dans chaque contexte, puis de la même manière par chaque personne. Puis, il y a aussi l'idée que cette exclusion-là, bien, elle va se vivre différemment dans le temps aussi. C'est quelque chose qui va évoluer, qui peut progresser. Il y a des moments où on va la vivre plus intensément. Là, on va des situations où on va peut-être plus se sentir exclu. D'autres moments où on va être moins confronté à ça parce que, bon, on ne sera pas dans une situation qui nous fait nous sentir exclus. Donc, en partant un peu de cette idée-là, ben, on voit que l'exclusion, en fait, ça va être quelque chose qui va être vécu de manière assez variable par les élèves. Puis, on peut partir un peu de ce point de vue-là de l'enfant pour peut-être essayer d'identifier des contextes dans lesquels il pourrait se trouver une situation d'exclusion pour l'enfant. Donc, on peut penser instinctivement à tous les cas plus classiques, peut-être les cas un peu plus concrets qui nous viennent en tête, là, tout ce qui est, par exemple, des refus formels d'un enfant de collaborer avec un autre, de jouer avec un autre. Donc, ça, c'est des situations peut-être plus classiques. Des situations aussi peut-être qui sont un peu moins
classique, puis qui ressortait quand même bien dans le documentaire, je trouvais, c'est aussi des moments où cette exclusion-là, elle n'est pas nécessairement dirigée vers l'enfant ou intentionnelle. Donc, on pense par exemple à un élève qui invite d'autres élèves à sa fête, mais il va naturellement probablement exclure certains élèves du processus. Je ne pense pas qu'il y a un parent qui va accepter que son enfant invite l'ensemble des élèves de son groupe. Donc, de manière générale, c'est sûr qu'il va y avoir une situation d'exclusion pour certains élèves. Après, ce n'est pas une exclusion qui est faite dans le but de blesser les autres élèves, dans le sens où, en invitant, par exemple, seulement 5 de ses amis, le but, ce n'est pas de dire, de faire un statement, si on veut, que tous les autres ne sont pas invités. Le but premier, c'est d'inviter ces 5 amis-là. Donc, pour nous, avec nos yeux d'adultes, c'est sûr qu'on est capable de faire la distinction entre ces situations-là, mais en partant peut-être du point de vue d'un enfant, l'exclusion va être peut-être vécue de la même manière. Puis, ce qui peut se produire, c'est que progressivement, plus ces situations-là s'additionnent pour des enfants, plus un enfant est confronté à cette exclusion-là, plus ça va devenir quelque chose de profond comme sentiment, puis plus ça va être quelque chose qui va se mettre à identifier peut-être dans des situations où ça n'a pas lieu d'être identifié. Donc, je dirais que c'est, pour revenir un peu à l'idée générale de l'exclusion en milieu scolaire, quelle forme ça peut prendre dans la classe, bien, pour moi, c'est un phénomène quand même qui est assez polymorphe, là, qui peut prendre plusieurs formes, puis surtout qui peut se manifester au quotidien sans nécessairement qu'on y prête attention ou dans des petits gestes, dans des petites actions inconscientes. D'où l'importance d'écouter, d'observer, d'interroger les élèves pour voir les écouter, voir par rapport à ce qu'ils vivent. Maintenant, j'ai une question, peut-être la question qui tue. Comment on peut faire pour prévenir ces situations d'exclusion? Donc, c'est sûr que si j'avais une réponse coulée dans le béton, probablement que je ne serais pas ici, je serais en train de la breveter à quelque part. Là. Mais je dirais en fait que, encore une fois, dans le documentaire, on a des traces très intéressantes un peu de l'approche qu'on peut avoir pour justement aider les élèves si on veut, à éviter de se sentir exclus, puis à éviter aussi que les élèves excluent d'autres élèves, que ce soit volontairement ou non. Je pense qu'il y a cette idée-là de créer vraiment des espaces de discussion, puis d'amener les élèves aussi à comprendre ce que c'est concrètement l'exclusion. Donc, il y a un élève à un moment donné dans le documentaire qui dit « On n'avait pas les mots, je pense, pour te le dire, ou on ne savait pas comment te le dire. » Puis ça m'a vraiment marqué. J'espère d'ailleurs que maintenant, cet élève-là a trouvé les mots. Là, donc, mais cette idée-là de ne pas être capable de mettre en mots ce sentiment-là, je pense que c'est un premier axe sur lequel on peut commencer à intervenir, donc d'essayer d'apprendre aux élèves ce que c'est, reconnaître ce sentiment-là, de ce que c'est être exclu, puis après, ben, de le mettre au jour, d'en discuter, puis de réfléchir à des solutions ensemble pour éviter que ça se produise dans la classe. Je pense que c'est des bonnes stratégies pour débuter un peu le travail de ce côté-là. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Maintenant, je m'adresse à Mélanie Dumouchel. Mélanie, qui est spécialiste en gestion de la classe. Donc, Mélanie, comment on fait pour créer un climat bienveillant pour les élèves, mais aussi pour la personne qui enseigne, que ce soit l'enseignante ou l'enseignant? Merci, France, pour ta question, parce qu'on pense souvent à être un climat bienveillant pour les élèves, mais aussi l'enseignante qui en profite de ce climat bienveillant-là, puis qui facilite son enseignement beaucoup, là, d'avoir ce type de climat-là. Moi, on m'avait dit 5 minutes, je vais vous faire ça. Je vais respecter le temps, Sophie, merci. Donc, en fait, c'est parce que les élèves, les anciens élèves des Lourdaises ont dit beaucoup de choses là, que je vais pouvoir faire du pouce sur ça. Le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose d'important. Puis Lourdaises, je pense que tu avais tes élèves pendant 3 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut, que Lourdaises a eu la chance de cultiver longtemps. Je pense aux enseignants qui ont quand tu parlais du milieu, c'est un milieu alternatif, la coéducation, c'est pas tous les milieux qui ont cette chance-là. Donc, si on pense aux enseignants qui ont leurs élèves juste 1 an, il y a quand même moyen de faire un climat bienveillant pour tous les enseignants du Québec. Donc, je pense que c'est ça, de prendre le temps de septembre. Des fois, on va être centré sur les apprentissages, mais il y a quand même quelque chose avec les émotions, puis prendre le temps d'écouter les enfants aussi. Donc, moi, j'ai investi beaucoup de temps en septembre, là, justement, pour apprendre à connaître nos élèves. Puis, je pense qu'il y a un élève qui a dit créer cette famille-là, donc avoir une famille, mais que
que les élèves se rendent compte qu'ils font partie d'une équipe. Tu sais, on se soucie davantage des gens qu'on connaît que de ceux qu'on ne connaît pas. Donc, je me dis de créer ce climat-là, mais que les élèves apprennent à se connaître entre eux. On parle souvent de la relation éducative, de la relation entre l'enseignante et l'élève, mais il y a aussi cette relation-là entre les élèves qu'il faut développer, là, justement, pour pouvoir faire du pouce après là, dans la résolution de conflits ou dans autre chose, là, une fois que le climat est bien installé dans la classe. Puis, comme toute bonne intervention, on parle de mesures d'engagement, donc en septembre, qu'on va solliciter nos élèves, mais il y a aussi la mesure de soutien. Donc, c'est pas parce qu'on a mis un climat d'appartenance, un climat bienveillant ou un sentiment d'appartenance en septembre qu'on peut surfer sur la vague toute l'année. Donc, c'est de dire qu'il faut continuer à faire des activités, il faut continuer à solliciter et à nourrir ce sentiment d'appartenance-là. Faire des activités où on continue comme la discussion, on continue à apprendre à se connaître, on continue à s'apprécier, à découvrir ce qu'on a en commun, puis créer cette communauté d'apprentissage-là toute l'année, puis bien entendu d'avoir des moyens là, si jamais il y a des chicanes, si jamais ça brise, si jamais on est fâché, là, comment on fait pour restaurer ce climat-là. Donc, il faut y penser avant que ça arrive. Donc, il faut mettre... les enseignantes vont y penser, eux autres, avant que ça arrive. Donc, il y a beaucoup de prévention, de planification à faire auparavant, surtout pour la rentrée scolaire. Maintenant, tu as parlé de conflits. Donc, comment on peut rendre les élèves autonomes dans les résolutions de conflits? Bien, certains te disent un mot-clé, ça se planifie. Hein? Des fois, les enseignants vont planifier l'enseignement des mathématiques, du français, puis ils oublient de planifier la gestion de classe. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut y penser. Ça se planifie, ça se prévoit. Donc, les élèves vont parler aussi beaucoup d'autonomie. Donc, c'est ça aussi, si on veut les rendre capables de gérer leurs conflits. Bien, il faut justement favoriser cette autonomie-là, puis peut-être pas être toujours dans les amener à les guider à obéir, tu sais, mais c'est les amener justement, puis comme Lourdes le fait, les accompagner, cette posture d'accompagnement-là que l'enseignante peut adopter pour justement les accompagner à réfléchir. Les questions, je me souviens plus le garçon qui a dit les questions ouvertes, super, tu sais, donc de justement poser des questions ouvertes. Les élèves, ils en ont des mots, donc des fois, ils n'ont pas toujours, mais tu sais, je me dis toujours, le comportement que l'enfant fait à ce moment-là, c'est le meilleur moyen qu'il a trouvé pour répondre à son besoin présentement. Notre rôle d'enseignante, justement, c'est d'élargir cet éventail-là. Donc, de participer avec eux et de les engager dans cette résolution de conflit-là, mais c'est à nous aussi de faire voir qu'il y a d'autres options que ce qui s'est passé. Donc, nous, notre rôle, c'est ça, d'élargir l'éventail. Donc, comment faire pour les rendre autonomes? C'était ça la question. Excusez-moi. Dans la résolution de conflit. Oui, dans la résolution de conflit. Donc, c'est d'abord des engagés. Je pense que Lourdes le faisait très bien. Là, tu sais, des fois, on voit en place des étapes de résolution de conflit, mais c'est vraiment d'engager les élèves, de se demander qu'est-ce qu'on fait, nous, comme classe. Ça va être quoi notre façon de résoudre des conflits avant que les conflits arrivent, bien sûr. Là. Donc, ça, c'est une façon. Puis, de les rendre autonomes, on va faire aussi beaucoup d'auto-évaluation avec les élèves. Donc, ça aussi, quand ça va bien, tu sais, qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette relation-là avec cet élève-là pour justement, une fois qu'il y a un conflit, de pouvoir poser les mêmes questions, mais là, à l'inverse, qu'est-ce qui s'est passé, là, justement, puis de favoriser l'auto-évaluation chez l'élève, tu sais. Mais de construire une méthode de résolution de conflit, je pense que c'est la clé, mais d'engager nos élèves dans la construction des étapes de la résolution de conflit. T'sais. Merci beaucoup, Mélanie. Je pense que ça mérite aussi de bien connaître ses élèves, hein, là, pas juste seulement ce qui fonctionne pas bien, mais aussi leurs forces pour pouvoir miser sur leurs forces, leur faire confiance, hein, les guider là-dedans. Peut-être une autre question pour Louis-Philippe. On a parlé tout à l'heure de la coéducation. Donc, comment on peut s'inscrire dans cette posture, dans cette perspective de coéducation comme enseignante avec les parents, les élèves, mais surtout comment maintenir, mobiliser cette relation-là avec les parents tout au fil de l'année scolaire? Bien, d'abord, je pense que c'est important si on souhaite s'inscrire dans cette posture-là, de s'inscrire pleinement dans la posture de vraiment... Donc, si on souhaite justement mobiliser la participation davantage des parents, mobiliser davantage la participation de l'élève, bien, d'y aller à fond dans le sens où c'est pas simplement un exercice pour la forme de dire moi j'ai consulté le parent, j'ai consulté l'élève, puis je fais à ma manière par la suite. Donc, il faut accepter que si on implique les parents et l'élève dans notre approche de coéducation, bien, ces personnes-là ont un rôle à jouer, puis surtout ces personnes-là ont un statut, si on veut, une crédibilité qui vient avec ça. Donc, on leur reconnaît cette crédibilité-là. On peut parler un peu d'une forme d'expertise, mais un peu plus personnelle. Là. Donc,
expertise plus située sur leur vécu. Donc, déjà, c'est un premier pas pour moi, ça serait de reconnaître justement à ces parties-là leur statut, si on veut, puis ensuite mettre aussi en place justement un cadre pour cette coéducation-là. Donc, c'est certain que on peut souhaiter que le parent, par exemple, s'implique davantage, mais il faut aussi qu'il y ait une volonté de ce côté-là, donc de peut-être négocier ensemble les attentes, comme un travail collaboratif, dire, ben voici ce que moi, je suis prêt à mettre comme travail de ce côté-là, qu'est-ce que vous pouvez mettre de votre côté. Donc, mettre au clair un peu c'est quoi les attentes de chaque personne qui est impliquée. Je pense aussi que c'est une stratégie gagnante pour éviter ensuite qu'il y ait un peu peut-être soit des tensions ou des non-dits. Donc, plus en fait, je pense qu'on prépare en amont cette relation-là. On peut dire une relation de travail si on veut, là, même si c'est peut-être une vision un peu plus organisationnelle de la chose, mais plus on travaille en amont sur cette relation-là, plus on met les attentes claires, je pense, plus par la suite, on a des chances que cette relation-là perdure, puis qu'on évite peut-être de se retrouver dans des situations où les personnes qui sont impliquées n'ont pas le même point de vue, la même vision. Je dirais aussi de réfléchir à ce qu'on va chercher de ces personnes-là dans cette relation-là de coéducation. Donc, c'est certain que ce qu'on a comme attente par rapport à un élève, surtout au primaire, en termes de ce qu'il va nous donner comme information, de ce qu'il va nous amener comme point de vue, bien, il faut que ce soit des attentes qui soient contextualisées à son vécu d'enfant de cet âge-là. Puis, dans la même optique, bien, il faut aussi penser à comment on va justement adapter notre langage pour travailler avec des enfants, mais aussi parfois avec des parents, juste ne serait-ce que tous les termes administratifs, les termes qui sont peut-être plus techniques liés à la pédagogie. Donc, si on ne prend pas le temps de réfléchir à comment on amène ces éléments-là, bien, c'est sûr que ça peut créer un peu des freins à la collaboration. La personne peut sentir finalement qu'elle ne peut pas contribuer parce qu'elle n'est pas incluse dans la discussion. Donc, il y a cette question un peu de réfléchir à notre vocabulaire, réfléchir à comment on parle, puis réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on est prêt à entendre comme thématique, puis à accepter que justement, si on ouvre la porte à ce qu'on ait une discussion franche sur la situation, bien, il peut y avoir des éléments qui sont peut-être moins positifs ou plus sensibles qui vont émerger, puis qu'on va devoir adresser. Puis, justement, reconnaître, par exemple, que si un parent est fâché dans une situation ou si un élève est fâché, bien, qu'il y a une légitimité à ça, puis qu'on doit en discuter dans cette perspective-là de coéducation. Donc, pour moi, ça serait un peu des étapes préalables. Puis, pour ce qui est de la maintenir dans le temps, cette relation-là, par la suite, bien, c'est certain que, dépendamment de dans quel contexte on est, dans quelle quantité de temps on a par rapport au nombre d'élèves auxquels on enseigne, ça peut être variable, les efforts qu'on peut mettre justement dans cette relation-là. Par contre, j'aurais tendance à dire que plus on veut qu'une relation perdure, plus on doit s'assurer que justement il y a des moments pour que cette relation-là puisse prendre forme. Donc, pas seulement aux rencontres de parents, pas seulement une fois de temps en temps. On va essayer de créer des contextes, puis créer aussi des contextes qui ne sont pas seulement pour aborder, par exemple, des difficultés, des problèmes, des défis. Donc, créer aussi des moments où on va valoriser des éléments peut-être plus positifs de l'expérience scolaire. Donc, de sentir aussi que cette coéducation-là, ce n'est pas juste une résolution de problèmes, que c'est vraiment un effort d'éducation commun qui se traduit aussi dans les réussites de l'élève. Donc, ça serait peut-être les pistes que je proposerais pour cette question-là. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Donc, du positif, on voyait dans le film, d'ailleurs, la pièce de théâtre où les élèves faisaient une prestation devant les parents. Donc, c'est une façon positive de faire une collaboration avec l'école et les parents. Donc, on serait prêt pour les questions dans la salle ou en ligne. Déjà, ça file vite. On s'est fait poser des questions par courriel, donc je vais les lire. La première, on sait que le climat d'une classe change et peut facilement varier selon les événements. Comment faire en sorte de maintenir ce climat bienveillant toute l'année? Donc, c'est une enseignante qui voudrait... l'année est déjà entamée, donc on ne peut pas à partir de septembre, à partir de maintenant. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour tenter de peut-être rediriger un petit peu, s'aider? Oui. Je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter à arrêter sa classe
et prendre le temps et donner la parole aux enfants. L'espace de parole aux enfants devrait être à la base de notre quotidien et un volet au même titre que les autres volets, que ce soit, on a parlé tout à l'heure de français, mathématiques, etc. L'enfant est un être d'émotion. Les humains, on est des êtres d'émotion. Et quand un enfant arrive avec un flot d'émotions, il faut prendre le temps. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que dans certains milieux, c'est beaucoup plus facile. Mais il faut y aller petit à petit. Il faut également faire confiance aux enfants, les mettre dans le coup, leur expliquer qu'ils ont leur place. Même si on ne peut pas le faire au moment où ça vient de se produire, parfois juste, t'inquiète pas, on va y revenir, suffit. Alors voilà. J'irais dans le même sens que Lourdes. C'est ça, je dis, elle pourrait venir. Je pourrais t'inviter dans mes cours, Lourdes, facilement. Donc, c'est cette idée-là, des fois, les enseignantes ont peur d'arrêter, de dire l'année est entamée, il est trop tard, je ne peux plus rien faire. Ben, au contraire, c'est toujours le temps de repartir, c'est toujours le temps d'arrêter. De toute façon, ça va tout croche, ça va mal, c'est pas bien de la classe. Le climat est pas bon, donc je me dis, on perd rien à arrêter pour recommencer et justement repartir sur des bonnes bases, puis impliquer les élèves. C'est sûr que plus on va être dans une gestion de classe responsabilisante, plus l'élève va avoir sa place, plus ils vont être engagés justement dans le processus de changement aussi, si on veut faire des changements justement pour avoir un meilleur climat de classe. Donc, il faut aller solliciter nos élèves. Il faut travailler avec eux, il faut leur laisser la place. Et la place aussi aux relations humaines. Hein? Ce n'est pas juste des apprentissages sur le plan académique, mais aussi le vivre ensemble, donc, comme tu l'as mentionné déjà. C'est leur milieu de vie, l'école. C'est là qu'ils apprennent justement à devenir des citoyens à part entière. C'est là qu'ils apprennent ce qu'on appelle, on a parlé beaucoup d'autonomie, mais aussi la démocratie. C'est là que les enfants apprennent le tout. Donc, c'est vraiment leur milieu de vie. Il faut que ça leur ressemble, il faut que ça leur appartienne. Apprendre à s'exprimer aussi. Définitivement. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça serait plus une affirmation. Je me présente, dans le fond, Georges, oui, micro, ça va aller mieux. Dans le fond, j'ai été élève avec Lourdes. Lourdes m'a marqué énormément, quelque chose qui n'a pas été dit. Moi, Lourdes, ce qui m'a marqué le plus avec elle, c'est son amour. C'est qu'elle aime ses élèves. Elle aime ce qu'elle fait. Puis cet amour-là, il se sent encore ici aujourd'hui. Puis j'ai rien de plus à dire. Merci pour ton amour, Lourdes. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Merci, Georges. Merci, mon beau Georges. On a des témoignages très forts ce soir, Lourdes. Beaucoup d'émotions pour toi. Beaucoup, oui. On avait aussi reçu une question par courriel d'un enseignant qui vient d'un milieu traditionnel. Donc, il demande, on pourrait penser que c'est plus facile dans un milieu alternatif. Donc, comment faire si on pense à un milieu traditionnel? Est-ce une utopie de penser que c'est possible dans un milieu plus défavorisé ou avec des élèves allophones, par exemple? Qui veut répondre? Moi, je vais y aller. Moi, je vais là. Donc, est-ce que c'est utopique de penser que ça ne serait pas réalisable dans un milieu traditionnel? Parce que, comme on disait tantôt, Lourdes, c'est un milieu alternatif, donc il y a déjà des conditions particulières. Ben oui, moi, je pense que c'est tout à fait réaliste de le faire. Puis, de toute façon, c'est ce qu'on enseigne aussi. C'est ce que j'enseigne aux étudiantes en gestion de classe, que justement, c'est possible, il ne faut pas s'arrêter. Je pense, France, tu l'as dit aussi, c'est oser. Puis, tu sais, on parle d'amour de ses élèves, mais il y a quand même des écrits, puis il y a quand même de la recherche aussi qui se fait sur ça. Tu sais, si on pense à une gestion de classe responsabilisante, Nathalie, pour ne pas la nommer, qui fait sa recherche sur ça, donc avec qui on travaille. Donc, on parle beaucoup aussi d'amener nos élèves à l'autonomie, le sentiment de la responsabilisation, mais il y a aussi toute la théorie sur l'autodétermination, donc de ce sentiment d'appartenance-là, le sentiment de compétence, le sentiment de compétence. Donc, c'est important de valoriser ça. Puis, je pense qu'on peut réussir à le faire, là, qu'on soit dans un milieu défavorisé ou allophone. Là. Je pense que c'est de se créer le temps, de se laisser du temps dans la classe, puis d'accorder du temps. Justement, c'est à cette place-là, à l'élève, là, de prendre du temps pour s'en occuper. Des élèves.
Si je peux ajouter quelque chose, je n'ai pas commencé à enseigner dans un milieu alternatif. J'ai commencé à enseigner dans un milieu dit régulier, à l'époque dans une école qui était située dans la zone grise qu'on appelait à l'époque à Montréal, et c'était l'école la plus défavorisée qui existait. Et oui, c'est vrai que ça a été beaucoup plus facile, beaucoup plus facile à développer dans un milieu alternatif, mais c'est toujours possible de le faire. Peu importe le milieu dans lequel on se trouve, il faut tout simplement accepter d'abord et avant tout que l'enfant a besoin d'un lieu pour s'exprimer et qu'un enfant qui est bien dans sa peau va bien apprendre aussi. J'ajouterais peut-être juste parce que tantôt tu parlais de reconnaître la relation, reconnaître l'élève. C'est un des principes qui est avec la responsabilisation, le processus de responsabilisation. On parle justement de ça, de reconnaître à l'élève. On parle d'une reconnaissance du pouvoir de l'élève. Parce que qu'on le reconnaisse ou qu'on le reconnaisse pas, les élèves, ils en ont du pouvoir. Puis ils peuvent faire... si on ne leur laisse pas de la place, ils peuvent quand même prendre la place. Les enseignantes le savent dans une classe, même si on ne leur donne pas. Ils sont capables de venir en chercher. Donc, je me dis, du pouvoir, il y en a dans la classe. Donc, je me dis, on est aussi bien de le reconnaître, puis de les emmener, puis de les accompagner justement dans l'exercice de ce pouvoir-là pour qu'on puisse justement en profiter comme enseignant, puis pouvoir reconnaître le pouvoir de l'élève. Puis, c'est ça, travailler avec lui justement pour faire quelque chose de différent que peut-être ce qu'il avait pensé au début. Parfait. On aurait une dernière question concernant la coéducation avec les parents. Donc, on aimerait savoir, là, quand il y a des parents qui viennent de différents horizons, là, on parle, justement, comme tu disais tantôt, là, différents milieux culturels, différents milieux financiers, il y a différentes solutions, et que là, peut-être la discussion entre les enseignants et les parents est plus difficile parce qu'on ne voit pas la chose de la même manière et que ça peut venir peut-être complexifier la façon de créer un contexte bienveillant. On commence par où? C'est certain, je pense qu'il y a une partie de ce travail-là qu'on doit prendre sur nous comme enseignants, comme enseignantes, là, donc d'adopter un peu une posture d'accueil de ces propos-là, de pas justement s'embarquer dans une fermeture par rapport à ces propos-là. Donc, laisser ces propos-là, puis accepter que les propos initialement ne soient peut-être pas sous la forme nécessairement idéale ou la forme qu'on souhaiterait. Là. Donc, que la relation peut-être commence pas avec le modèle idéalisé qu'on a en tête, puis à partir de là, peut-être aussi travailler à bâtir justement cette relation-là. Donc, de ne pas nécessairement mettre un frein d'emblée, de dire, ben moi, avec cette personne-là, ça ne fonctionnera pas, on ne voit pas la chose de la même manière, ou cette personne-là, on a un conflit au niveau personnel. Je pense que ça demande beaucoup d'empathie dans cette situation-là, de se mettre à la place du parent devant nous, puis de comprendre pourquoi la personne aussi s'inscrit, si on veut, dans cette posture-là par rapport à l'école, par rapport à nous, par rapport à leur enfant. Qu'est-ce qui mène un peu la personne à avoir ce point de vue-là, puis partir de ça pour travailler par la suite. Donc moi, ça serait peut-être un peu le point de départ. C'est sûr que c'est aussi quelque chose qui doit être fait dans le respect de ses limites personnelles. Donc, dans le sens, il ne faut pas tolérer nécessairement des situations qu'on pourrait dire que c'est du harcèlement ou de la violence, des choses comme ça. Mais dans la mesure où on est capable d'établir quand même un climat, une relation, de bâtir là-dessus, puis d'essayer justement de se mettre à la place de l'autre personne pour ensuite envoyer ça plus vers le sens un peu de où on veut aller avec cette relation-là. Merci Louis-Philippe. Est-ce qu'il reste encore le temps pour une question? Ou Bonjour. Pour continuer sur le thème des parents, moi, je ne suis pas dans l'industrie, donc je suis membre du public, mais j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont professeurs. Puis beaucoup d'entre elles me parlent des parents qui veulent pas coopérer. Il n'y a même pas de la place pour la coéducation. Ils veulent pas admettre les défis avec les enfants. Comment faire? Est-ce que vous avez des conseils pour ce type de situation-là? Je peux. Je pense que tout parent désire la réussite de son enfant. Et les parents, peu importe leurs origines, sont concernés par le bien-être de leur enfant.
il est vrai que c'est difficile pour des parents d'admettre, je l'ai vécu personnellement, d'admettre que son enfant a des difficultés, ses enfants ont de la difficulté. On a parlé tout à l'heure d'aller chercher les parents, de collaborer, ce qui est nécessaire parce que les parents, ce sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et c'est fondamental de travailler fort pour aller vraiment chercher le parent, l'inviter à venir avec nous dans la classe pour comprendre. On disait tout à l'heure, il ne faut pas que le parent se sente menacé, je pense, en quelque part, dans son rôle de parent. Il faut l'accueillir. C'est sûr qu'on a été formés pour travailler surtout avec les enfants, moi avec les parents, mais je pense que même dans notre volet de formation, on a ça aussi, ou comment accueillir les parents, comment travailler avec les parents. Donc, ceci étant dit, si le parent reste encore, pardonnez-moi l'expression, hostile par rapport à ça, je pense qu'il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les enfants. Et aussi, dans certains milieux, ça peut être une barrière culturelle, ça peut être une barrière de langue, etc. Donc, il faut aller chercher les ressources. Je sais qu'elles ne sont pas toujours disponibles dans les milieux, mais il faut quand même aller chercher, que ce soit auprès de la direction, auprès des collègues, auprès d'autres parents, pour justement essayer d'aller à la rencontre de ce parent-là. Mais ça se peut fort bien que malgré tout, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, on met toute notre énergie sur l'enfant. On l'accompagne du mieux qu'on peut. Puis, pour peut-être un peu rajouter aussi par rapport à ça, je pense aussi que l'enfant, bon, sans nécessairement instrumentaliser l'enfant dans la situation, on ne veut pas rentrer dans une situation où on se sert de l'enfant pour passer un message aux parents, mais partir aussi de l'enfant. Donc, si l'enfant, par exemple, en vient, lui ou elle, à reconnaître ses difficultés, donc déjà là aussi, on peut travailler avec l'enfant de ce côté-là pour aider aussi les parents à comprendre. Donc, dans une situation, par exemple, où le parent serait dans une posture où il considère que c'est la faute, par exemple, de l'enseignante ou de l'école en tant que telle, des fois aussi de partir de l'enfant, dire à l'enfant, mais comment toi tu te sens quand tu ne comprends pas ou qu'est-ce qui fait que tu ne comprends pas? Ça peut être une porte d'entrée pour cette discussion-là aussi. Donc, l'enfant peut servir d'allié dans cette situation-là pour venir un peu favoriser notre travail, je pense. Mais encore une fois, c'est important de ne pas non plus embarquer dans une dynamique où l'enfant est placé un peu dans un conflit d'intérêts avec le parent, là, comme une guerre, si on veut. Là. Donc, on reste bien sûr dans une posture où on a une certaine distanciation par rapport à la situation avec l'enfant et le parent, mais on peut partir quand même de l'enfant, je pense, pour aller chercher le parent dans cette situation-là de collaboration. Je suis certaine que tes amis ou je sais pas, ta famille le font probablement déjà sont en enseignement. Mais un petit peu comme je parlais tantôt pour l'auto-évaluation avec les élèves, il faut le faire quand ça va bien. Puis si on veut après ça être capable de travailler avec eux quand ça va moins bien. Mais c'est un peu la même chose aussi avec les parents. Je pense qu'il faut les interpeller avant que ça aille moins bien avec les élèves ou sûrement qu'ils arrivent en début d'année avec de la difficulté, mais les parents aussi ont leur vécu d'élèves. Donc peut-être les solliciter dès le départ, là, justement, avant que ça aille moins bien. Donc, c'est juste ça que je voulais rajouter. Peut-être créer des espaces positifs aussi, des rencontres, pas seulement quand ça va pas bien. Je dirais justement à CARE, je trouve que c'est exactement ce que cette école-là fait. Il y a énormément d'activités sociales où tout le monde est invité, dont les parents. Donc, les parents créent des liens entre eux et ça, c'est la beauté de cette école-là, une des beautés de cette école-là. Et ça marche parce que ça, c'est une façon aussi pour les parents de s'aider entre eux et c'est positif, c'est toujours positif. Donc, tu n'es pas dans la résolution. Tu peux être dans la résolution de problèmes, mais je veux dire, c'est une expérience de réseautage qui sert beaucoup aux profs, aux enfants et aux familles. Merci pour votre commentaire. Donc, vivre des expériences positives, c'est déjà un bon point de départ. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. Donc, merci Louis-Philippe Lachance-Demers, Mélanie Dumouchel et Lourdes Pierre. Merci infiniment. Merci pour votre éclairage et Lourdes pour votre inspiration.
J'espère que ceux qui sont dans les classes ont été inspirés, que ça leur a donné envie de poursuivre leur démarche pour améliorer leur climat de classe, pour que ce soit de plus en plus bienveillant. On a vu aussi que ça ne prend pas des grands moyens, hein, du temps, de la réflexion, de l'engagement, mais ce n'est pas toujours simple. Mais allez voir vos collègues, travailler en équipe, je pense que c'est un autre levier là, qui est à votre disposition. Alors, merci infiniment. Avant de quitter, 2 informations. Pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion, aller plus loin, on vous invite à consulter le site educationucam.ca où il y a des ressources qui sont mises à votre disposition. Et une invitation pour le 8 avril, où il y aura remise du prix d'excellence en enseignement, où des enseignantes seront récompensées, où il sera question de soutenir le plaisir d'apprendre. Je pense que c'est un peu dans la même lignée, hein, de ne pas oublier le plaisir d'apprendre. Alors sur ce, je vous remercie de votre écoute, de votre participation et bonne fin de soirée.